regarde déjà le nombre de députés par habitant, donc c'est une condition qui est largement remplie. Non seulement ça, la diaspora aujourd'hui c'est un point stratégique. Toute la diaspora. Stratégique parce qu'au fait, c'est la diplomatie qui y joue, c'est la représentation du pays au niveau de l'extérieur, ce sont les intérêts du pays au niveau de l'extérieur qui sont, si vous voulez, visés. La diaspora aujourd'hui c'est une force économique et personne ne peut dire le contraire. Tous nous sommes convaincus. La diaspora aujourd'hui c'est une force politique incontournable qui mérite d'être consultée et prise en compte au même niveau que toutes les forces vives des nations. Parce que ne prendre que le courant qu'il y a au niveau de la diaspora, que ce soit ceux qui sont pro ou contre le pouvoir, vous comprenez qu'il y a une grande portion et une grande matière qui peut constituer un plus-value sur les résolutions des questions politiques dans notre pays. Donc, nous rejetons clairement cette loi électorale si cela n'est pas complété. Pour être clair, le droit de vote doit aller de pair avec le droit d'éligibilité. Si nous devons voter, on ne trouve pas en quoi est-ce qu'on doit nous empêcher de se faire voter. Ça, c'est clair. Ceux qui voudront le débat, en tout cas, nous sommes prêts à entrer en débat et à nous positionner face à cette option. Deuxième élément lié à cette loi électorale, nous voulons aussi à quelque part comprendre et avoir des éléments sûrs. Quand on parle de la diaspora qui doit avoir le droit de vote tel que présenté selon cette loi électorale, de quelle diaspora l'allusion est faite? Nous savons que nous avons un litige avec quelques pays où il y a un problème de réfugiés, les réfugiés qui sont mis en doute par rapport même à leur pays d'origine. Cette question n'a pas encore été résolue. Comment est-ce qu'avec ce droit de vote qui est publié et qui est traité au niveau de cette loi électorale pour la diaspora, cette question est-elle prise en charge? Vous comprendrez, ce n'est pas le moment pour moi ni l'endroit de venir donner tous ces détails, mais je voudrais simplement, comme je l'ai dit à l'introduction, attirer notre attention sur certaines questions, sur certains faits, et pour pas que nous soyons surpris à la dernière minute. Voilà sur la question électorale, chers amis, les points que je tenais à faire et la position que j'ai voulu manifester sur cette mascarade qui est en train de se passer au niveau gouvernemental. Donc, nous disons que si on accepte d'ouvrir la brèche que la diaspora puisse voter, donc la diaspora peut aussi se faire voter. Il n'y a pas question de construire le mur qui est en train d'être érigé par certains politicards, moi je les considère comme des politicards, qui veulent créer une frontière et instaurer la haine entre la population restée au pays et la population qui est sortie du pays. Et vous savez les discours qui circulent, vous savez les langages qu'ils utilisent pour pouvoir diviser les populations, les familles et voire les pays. Donc, nous comprendrons, nous accepterons d'entrer en matière sur cette proposition, sur cette loi, que si et seulement si, comme on dit, les flèches aller est accompagnées de l'autre flèche retour. Donc, qui est la commutativité, comme disent les mathématiciens, c'est à ce moment-là que nous allons comprendre. Et la deuxième étape pour nous, serait bien sûr de comprendre de quelle diaspora l'allusion est faite quand on parle du droit. Et si on doit suivre notre recommandation, notre revendication des droits à l'éligibilité, de quelle diaspora sera-t-elle question ou qui sera prise en charge ou qui entrera dans les paquets de cette loi électorale. Chers amis, j'attire vraiment notre attention sur cette question. Et cela étant, nous allons aborder maintenant la deuxième étape qui est aussi une question importante que jusque-là, j'ai remarqué que les politiciens sont un peu distraits pour pouvoir aborder cette question. Chers amis, vous comprendrez que ça fait un moment, nous avons tous suivi que le gouvernement a mis en place, a créé, je dirais, l'ONIP. L'ONIP, c'est quoi? C'est
l'Office national de l'identification des populations. C'est pour faire le recensement. En fait, pour être honnête envers nous-mêmes, l'initiative n'est pas mauvaise. Il est quand même important qu'à un certain moment donné, ou pas à un certain moment donné, mais que dans un pays, dans un État qui se respecte, qu'on puisse avoir les statistiques de la population, qu'on sache. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de 80 millions d'habitants. Ce sont des estimations qui sont faites. On n'a pas de chiffres exacts. Alors, l'idée de créer un office qui doit s'occuper uniquement de ces questions, l'idée n'est pas mauvaise. Mais certes, il y a la manière de faire qui attire notre attention et nous en profitons en même temps pour en appeler aussi à la vigilance de la classe politique, surtout de l'opposition. Ce sont des questions mathématiques. Un politicien congolais avait dit « La démocratie, c'est une affaire de la majorité. La majorité, c'est une question de chiffres. Mais si nous allons utiliser une réflexion, je dirais, philosophique, nous arriverons à un point de nous poser la question de savoir est-ce que les chiffres majoritaires est-il vrai, dans son vrai sens? Reflète-t-il une réelle majorité telle que cela se présente? Voilà comment est-ce que nous pouvons aborder la chose pour comprendre cette question de l'ONIP. Quand j'aborde cette question de l'ONIP, je dis que l'initiative n'est pas mauvaise, mais les fonds attirent notre attention. Si vous regardez les fonds, vous verrez qu'il y a un conseil d'administration qui est organisé par rapport à cet office, dirigé par un membre de la majorité actuelle, ancien membre du gouvernement que vous connaissez. Si vous regardez la direction générale de cet office, la conduite est confiée à un ancien ministre de l'Intérieur, membre de la majorité au pouvoir actuel, ancien directeur du cabinet. Rien qu'à regarder ces deux pôles, il y a de quoi à créer la frustration. Et quand je parle de la frustration, c'est pour signaler à la classe politique d'ouvrir l'œil sur le travail qu'est en train de faire cet office. Pourquoi ouvrir l'œil? C'est cet office qui est considéré comme la base. C'est cet office qui doit donner la matière tant à la commission électorale ou qui va fournir les éléments de base qui permettront aux experts, à ceux qui vont s'intéresser à cette question, de voir où se trouve la vérité. Je ne vais pas donner trop de détails, mais je suis en train simplement de nous réveiller gentiment. Cela signifie que la commission électorale indépendante, comme vous voulez, doit travailler sur base des éléments qui lui seront fournis par l'ONIP. C'est l'ONIP qui viendra avec les chiffres et la commission électorale travaillera sur base des chiffres qui lui seront fournis par l'ONIP. Donc, si l'ONIP donne de mauvais chiffres, évidemment, tout ce qui va suivre risque d'être biaisé. Il y a la présomption d'innocence, je n'accuse personne, mais je suggère et je propose à la classe politique, à la société civile, surtout à l'opposition, pourquoi pas constituer un organe parallèle, indépendant, qui peut être constitué même de bénévoles, juste avec mission de surveiller, de veiller sur ce qui se passe au sein de la constitution des données ou au sein du travail qu'est en train de faire l'ONIP.